Nicolas Harib, donc, qui est président de l'Observatoire et qui représente le collège employeur au sein de notre association. Donc depuis pas tout à fait un an et pendant un peu plus d'un an encore, puisque la présidence et la présidence sont tournantes. Et puis Thierry Tisserand, qui fut président pendant 2 ans et qui aujourd'hui est vice-président de l'Observatoire avec la casquette de représentant des salariés. Et puis, oui, on se disait que ce que l'on vit est une période quand même très particulière et on ne peut pas, en tant qu'observatoire des métiers de la profession, finalement présenter les chiffres de 2019 qui sont très bons, rappelons-le, même s'il est manifestement trop tôt pour tirer des leçons sur la crise sanitaire et ses conséquences. Donc, comme je le disais, on ne peut pas ignorer combien la vie des entreprises et même nos vies personnelles ont été bousculées. À défaut de réponse définitive, donc, nous sommes posé la question de savoir si certaines questions, que la généralisation forcée du télétravail et du management à distance, qu'est-ce que ces sujets-là nous amènent à nous poser, vu de l'observatoire, bien évidemment, et puis sous l'angle spécifique des métiers, puisqu'il ne s'agit pas de court-circuiter la communication de la fédération et des différentes instances. Et donc, voilà, qui mieux que le président et le vice-président pour en parler et nous livrer leur ressenti, leur premier constat sur cette situation inédite que nous traversons actuellement. Première des thématiques ou des questions qui se posent, le confinement imposé, je le disais tout à l'heure, à partir de la mi-mars, et puis qui a duré quand même 8 semaines consécutives, nous a conduit à remettre en question non seulement nos habitudes de vie, mais aussi nos repères professionnels et privés. Le déploiement à marche forcée du télétravail, lorsque c'était possible, a eu l'effet d'un raz-de-marée dans les organisations individuelles et collectives de travail, voire même jusqu'à notre rapport au travail. Pour autant, donc je m'adresse à tous les deux, vous semble-t-il que ce que nous avons vécu et continuons de vivre marquait véritablement une rupture dans une continuité d'activité ou transformation de notre secteur d'activité, ou plutôt, comme on peut l'entendre chez certains acteurs, une accélération de quelque chose qui était déjà à l'œuvre, déjà bien engagé dans les entreprises pour accompagner cette révolution digitale ou révolution servicielle. Alors, typiquement, notre profession vit depuis un certain nombre d'années de profondes transformations à la fois des modèles économiques, des modèles organisationnels associés, avec des renouvellements, qui soient d'ordre métier ou technologique, qui s'enchaînent, chacun le sait. Alors, ce qui caractérise, de mon point de vue, la période écoulée, c'est une forme finalement d'accélération d'un certain nombre de projets, de modes aussi d'organisation. Le confinement nous a finalement imposé, par la force des choses, de développer de nouvelles agilités, de nous mettre en mode de fonctionnement beaucoup plus collaboratif, peut-être d'être encore plus transversaux et un peu moins descendants ou pyramidaux que par le passé. Et donc finalement, ce qui me vient spontanément à l'esprit, c'est cette dimension d'accélération d'un mouvement qui était déjà en œuvre. Alors peut-être la deuxième dimension qui peut interpeller, c'est que l'horizon de nos différents projets s'est un peu raccourci, c'est-à-dire que le confinement a eu pour caractéristique finalement d'accélérer un certain nombre de sujets avec des notions de temporalité ou de mise en œuvre et de processus de déploiement qui se sont fortement accélérés et peut-être plus que jamais une capacité à prendre à la fois du recul sur des temps longs mais aussi gérer des temps courts qui se sont finalement terriblement rapprochés de nous à l'occasion du confinement. Voilà un peu peut-être les deux idées forces qui me viennent à l'esprit. Alors moi je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire, Nicolas. Bon, je pense qu'il y a une accélération, en effet, du phénomène digital et télétravail dans la période. Alors, comme l'a dit Norbert, on vit quand même une période complètement inédite, puisqu'on est passé par le confinement
un déconfinement, on va dire, relatif, une période de vacances où tout le monde a fait la fête, etc. Et résultat des courses, on se retrouve avec un couvre-feu, donc un horizon quand même de 6 semaines. Donc des circonstances très particulières. Mais il s'agit vraiment d'une accélération du phénomène digital et éventuellement des techniques de télétravail, dans la mesure où quand même on a une branche qui par nature digitalise beaucoup, si je peux me permettre cette expression. On a quand même une branche qui a réussi à mettre en œuvre très rapidement un certificat digital pour l'ensemble de nos salariés. Et puis les différents Zooms qu'on a régulièrement à l'Observatoire des métiers, donc sur les métiers de l'assurance au temps du digital, c'est une formule qui est très heureuse, Norbert, et que tu as réussi à trouver, nous prouve qu'en effet, on est déjà familier, en fait, des outils numériques plus que d'autres branches. Cela étant, je voudrais quand même rappeler qu'on l'a fait d'une façon contrainte, et que finalement on a été extrêmement agile, mais que tout ça s'est pas fait quand même sans douleur, parce que les entreprises ont fait preuve de beaucoup d'agilité, les salariés ont eux-mêmes fait preuve de beaucoup d'agilité, et aujourd'hui on a des organisations, alors c'est très tôt pour en tirer encore un diagnostic très précis, mais on a des organisations qui, à mon sens, vont être à terme extrêmement impactées par la façon dont on a été, ou dont on aura été à travailler pendant les 18 mois, on va dire, puisque le président Macron a annoncé au moins une crise sanitaire jusqu'à l'été prochain. Pendant presque 18 mois, on va avoir donc des organisations qui vont être extrêmement impactées par la période qu'on vient de connaître et qu'on va connaître à l'avenir encore. Après, le diagnostic, il est encore un peu tôt pour en tirer un. On voit effectivement apparaître ça et là les premiers accords télétravail, je dirais, post-confinement ou post-crise sanitaire, mais très clairement, il y aura un avant et un après Covid-19. Merci à tous les deux. Mais globalement, j'ai quand même le sentiment que ça a tenu. On a vu que le système hospitalier a tenu, que voilà, les premières lignes, voilà, on s'est rappelé qu'il y avait des gens pour venir chercher nos poubelles, qu'il y avait des caissières dans les supermarchés, qu'il y avait tout un tas de personnel qui était là pour assurer quand même plus que le minimum vital et nécessaire, et que si je reviens sur le secteur de l'assurance, le secteur a tenu. Qu'est-ce que, malgré les difficultés que tu pointais, Thierry, effectivement, c'est pas toujours évident de travailler en open space avec son conjoint ou sa conjointe, et pourtant ça a tenu. Et ça peut paraître un peu paradoxal. Est-ce que vous l'avez pointé, vous aussi? Est-ce qu'on peut essayer de comprendre ce qui a permis justement à ces collectifs de continuer de fonctionner? Peut-être ce qui est intéressant de rappeler, parce que tu parlais des premières lignes, je pense que le secteur de l'assurance fait aussi partie des secteurs essentiels à la nation, et il faut se rappeler aussi que par dérogation, il faisait partie des secteurs qui pouvaient maintenir un niveau d'accueil physique, le cas échéant. Et donc je pense que le collectif de la profession peut avoir déjà la fierté d'avoir été engagé dans quelque chose sur lequel, et même si en termes médiatiques les échos ont pu être je dirais un peu différents, les assurés savent eux que nous avons été à leur côté et que on a su maintenir la continuité de nos activités dans une très très grande mesure. Donc à ce titre déjà on peut vraiment saluer l'engagement et de nos entreprises et de nos salariés. Alors effectivement on a été capable de basculer dans un temps record, et on a tenu le coup. Thierry le soulignait précédemment, ça s'est pas fait effectivement sans difficulté, qu'elle soit d'ordre technique. Nous n'avions pas tous le même niveau de maturité pour pouvoir basculer dans ces environnements, et puis sur l'environnement chez soi, matériel, et sur la dimension psychique de se retrouver à distance, devoir opérer dans ces différentes dimensions. Mais je pense qu'on peut avoir globalement la fierté d'avoir des entreprises qui sont tenues aux côtés de leurs salariés et qui ont privilégié des dimensions de mise en sécurité, et puis par ailleurs les assurer
assureurs et leurs équipes ont tenu le coup et ont tenu leur place dans un contexte, pour le coup, dont on se souviendra et dont on n'est pas encore complètement sorti. Thierry le rappelait, parce que ne parlons pas encore au passé de ce qu'on a vécu. Il y a eu le confinement, mais on vit une nouvelle étape encore aujourd'hui dans cette pandémie qui n'est pas encore terminée. Oui, alors, moi, en complément, je pense que vous avez raison de le souligner, on a eu nos salariés de l'ombre, nos premières et nos deuxièmes lignes. Alors, on a très peu parlé dans la presse, puisque bien évidemment, on a plutôt mis en avant ceux qui œuvraient en fait pour la santé publique et pour sauver nos concitoyens. Mais c'est bien grâce à l'investissement des salariés de nos secteurs que le secteur financier a quand même réussi à tenir le coup sur la période. Et on connaît l'importance en effet de nos secteurs pour notre économie nationale. Donc ça, c'est quand même un premier point. Ça signifie aussi qu'on avait déjà des collectifs solides en entreprise qui étaient capables, en effet, de tenir le choc. Et puis, je pense, en effet, qu'il y avait également derrière un souci de solidarité de la part des collaborateurs de l'assurance, qui sont aussi, du coup, des citoyens et qui se sont extrêmement investis. Moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'il y a très peu de temps, on a entendu les premiers chiffres, enfin en tout cas venir les premiers chiffres sur la productivité des salariés en la période, et on s'est rendu compte en fait que même dans des situations de télétravail complètement dégradées, puisque c'était rappelé tout à l'heure, on a travaillé bien souvent dans l'appartement ou la maison, avec les enfants à surveiller, les enfants à qui il fallait faire la classe, avec le conjoint qui lui-même télétravaillait, et bien malgré ça, malgré des conditions dégradées, on est quand même arrivé à travailler et à augmenter sa propre productivité, ce qui prouve qu'en effet, il y a eu un fort investissement des salariés sur cette période. Oui, ça me rappelle L'Armée des Ombres, effectivement, un film célèbre avec Simone Signoret, si j'ai bonne mémoire, en noir et blanc, magnifique. Mais bon, c'est pas la dernière séance non plus, la preuve, on est toujours là. Le sentiment à vous écouter l'un et l'autre, c'est que finalement, si ça a marché, c'est le produit de ce qui avait été construit avant. Enfin, on est le produit d'une histoire, et aujourd'hui est la résultante de ce qui a été bâti hier. Aujourd'hui, même, c'est du futur en construction, dans cette même logique où on ne peut pas cloisonner le passé, le présent et le futur. Ça n'a pas franchement de sens. Quand même le sentiment, je ne sais pas si vous partagez cette analyse, c'est parce qu'il y avait des choses qui avaient été construites avant, qui avaient une qualité des collectifs de travail déjà construites avant, des liens qui étaient noués dans les méthodes de travail, dans les proximités, dans les styles de management également, qui ont favorisé et qui ont permis le fait que, comme l'un et l'autre vous le soulignez, ça ait pu continuer à fonctionner. Pour autant, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que c'est le rapport au travail lui-même qui a été remis en question? Enfin, à moins que vous souhaitiez revenir aussi sur ce point-là, sur la construction antérieure des collectifs. Alors, sur la construction antérieure des collectifs, effectivement, tu as raison, et on le rappelait d'ailleurs lors de réunions, on a tenu des réunions Covid-19 hebdomadaires, les organisations syndicales représentatives et la FFA pendant toute la période. Par exemple, typiquement sur le télétravail, on ne partait pas d'une page blanche. Il y avait déjà des accords de télétravail applicables qui étaient mis en application. Là, on est en train, comme j'ai dit tout à l'heure, d'assister à la naissance en fait de la deuxième génération des accords de télétravail, puisqu'on était plutôt auparavant, alors le terme n'est peut-être pas exact, mais dans une application des accords de télétravail relativement confortable, c'est-à-dire dans un environnement naturel de travail, alors que là, on est véritablement passé dans un environnement de gestion de crise qui fait qu'aujourd'hui, on a d'ailleurs des entreprises dans lesquelles on travaille 5 jours sur 5 et on a quand même des pointes de télétravailleurs à 95% pendant la période de confinement. Donc c'était une situation quand même extrêmement particulière, avec d'ailleurs les risques que ça pouvait engendrer au niveau de la santé des salariés, des collaborateurs. Donc il fallait quand même des collectifs qui puissent en effet tenir la route. Demain, qu'est-ce qu'on va avoir? C'est encore un peu difficile à dire, mais la question du sens au travail, de toute façon,
va revenir, enfin, est plus que jamais prégnante, à mon avis. Aujourd'hui, on a des situations extrêmement complexes, puisqu'on a des salariés qui, à juste titre, ont peur d'être contaminés et préfèrent faire du télétravail. On en a d'autres qui, au contraire, ne supportent pas le télétravail et veulent à toute force revenir en entreprise pour continuer à tisser un lien collectif et relationnel. Donc c'est un peu difficile pour les entreprises, en effet, de s'adapter. Donc du coup, aujourd'hui, on trouve des accords de télétravail, par exemple, dans lesquels on a différentes formules qui sont proposées aux salariés. Et ce qu'on se rend compte aujourd'hui, en tout cas, c'est que les salariés, ils ont envie, en fait, quelque part, et ça fait quand même quelque temps que ça court dans les esprits, ils ont envie qu'on les laisse faire un peu ce qu'ils ont envie au niveau de leur organisation de travail. Alors bien évidemment, ça implique quand même qu'on les encadre, parce qu'il y a un certain nombre de dispositifs législatifs et réglementaires qui s'imposent. Je pense au droit à la déconnexion, à l'équilibre vie professionnelle, vie privée. Il faut à minima encadrer, mais il y a un très fort désir, en effet, de pouvoir finalement s'organiser comme on a envie de le faire. Alors dans des limites raisonnables, évidemment, mais je pense que c'est un sentiment très fort. Ne pas confondre autonomie et liberté, effectivement, c'est pas tout à fait la même chose. De la même manière que, il faut rester prudent dans l'analyse entre ce recours au télétravail dans un contexte de crise avec l'anxiété qu'on peut nourrir pour soi-même et les siens, d'être malade ou d'être contaminant pour ses proches. Donc effectivement, on n'est pas dans une situation normale pour regarder le télétravail comme un mode d'organisation ordinaire, j'ai envie de dire, parce que la situation ne l'est pas. Nicolas, tu partages aussi cette opinion et ce que Thierry vient de soulever ? Alors absolument, parce que je pense que la période que nous avons vécue, elle est riche d'enseignements et elle est riche de perspectives. Déjà parce que le vécu individuel face au confinement et à ce mode de travail en commun a été hétérogène. On a une part des équipes qui a particulièrement bien vécu cette période, une forme de parenthèse enchantée où finalement ils estiment qu'on n'a jamais aussi bien travaillé que pendant cette période. D'autres ont pu être en revanche très déstabilisés par cette façon de travailler avec une perte de repères, voire un risque d'isolement que soulignait Thierry au titre de risques divers que peuvent générer cette situation. Et puis en troisième lieu, des salariés ont pu se retrouver de manière un peu erratique, avec des moments de plein épanouissement et de plein engagement, puis des moments un petit peu plus difficiles à surmonter, se retrouvant en mode télétravail. Donc le premier enseignement, c'est peut-être de dire que le vécu a été très différent en fonction des contextes professionnels, personnels et de l'environnement dans lequel on a réalisé le télétravail. En tout état de cause, je pense que ce qu'il faut en retenir, c'est que le télétravail d'une manière générale, et d'ailleurs toute évolution de nos modes d'organisation, doit s'accompagner par le fait de repenser un peu nos process et de ne pas considérer qu'on peut se désintéresser de la manière dont nos organisations fonctionnent lorsqu'on est en mode d'alternance, de mode un peu hybride entre présentiel et travail à distance, et sans pour autant aller vers un mode d'organisation du travail à la carte, qui n'est pas le modèle qui est promu et ici évoqué. Je pense que nos schémas d'organisation doivent aussi être repensés, nos process aussi de fonctionnement à l'aune de ce mode de fonctionnement de plus en plus hybride finalement. Alors c'est vrai que, on a vu tout un tas d'articles fleurir sur Internet, sur les réseaux sociaux. Thierry parlait de sens au travail et c'est vrai que c'est partie des questions qu'on a vu refleurir très très fréquemment et toujours aujourd'hui. Pourquoi va-t-on au bureau ? Alors pourquoi, en deux mots, on y va pour chercher quoi si finalement on est en capacité d'être aussi, voire plus productif chez soi ? C'est cette question-là, le sens du travail qui est re-questionné en se demandant est-ce que lorsqu'on est avec ses collègues en visioconférence, finalement ça nuit ou pas ? Dans quelle mesure est-ce que, et on s'en est rendu compte pendant la période de confinement où on était nécessairement à 100% à distance, on a vu que malgré cette
distance physique et géographique, on avait peut-être des proximités, des sympathies avec nos collègues. Alors, j'irai pas forcément jusqu'à parler d'une intimité plus importante, mais force est de constater que des fois, voilà, on s'appelle, on fait une visio, et puis voilà, il y a l'enfant, le mari, l'épouse qui passe dans le champ de visio. Et puis, ma foi, bon, c'est un peu particulier. Bah, nous, par exemple, on a évité de faire nos réunions sur le coup des 16h30, parce que voilà, il y a un petit de 5 ans qui a faim et qui n'hésite pas à le demander à sa mère. Il a bien raison d'ailleurs. Donc, on discute un peu, et voilà, c'est sympathique. Mais du coup, ça rajoute de l'humain, je trouve, et c'est extrêmement, c'est plutôt sympa, quoi. Enfin, il faut prendre du recul par rapport à ça, et le boulot, il est fait, il est bien fait derrière. Non, c'est voilà, pourquoi est-ce qu'on va au bureau, qu'est-ce qu'on y cherche, au-delà de la finalité productive, il y a aussi une dimension sociale derrière. Hein. Le travail demeure un marqueur social important et pas uniquement comme moyen de subvenir à son existence. Je lisais un sondage la semaine dernière qui est paru dans Challenge. On voyait en effet que les salariés n'étaient pas spécifiquement tous attachés au télétravail, en tout cas un développement tous azimuts de télétravail. Il y en avait à peu près 70% qui estimaient qu'il ne fallait pas télétravailler davantage, donc sur des rythmes de 2 à 3 jours par semaine, et 20% seulement qui souhaitaient en fait un élargissement du télétravail. Alors après, il fallait peut-être regarder les chiffres, parce que tu dis à un moment donné, pourquoi je vais travailler? Bon, bien évidemment, je vais travailler pour être productif, pour avoir une relation avec mes collègues, mais comment je vais travailler? C'est-à-dire que quand j'habite en région parisienne, que je suis obligé de me taper 2 heures de transport, que je suis obligé de me taper des embouteillages, etc., je veux dire, là, il y a peut-être aussi des freins à la relation dématérialisée, enfin des freins plutôt à la relation sur site, alors que la relation dématérialisée de temps en temps permet peut-être effectivement d'équilibrer les choses et d'équilibrer en fait paradoxalement la vie privée et la vie professionnelle d'une façon peut-être plus harmonieuse que quand on se lève tous les jours à 6 heures pour aller au boulot et embaucher à 8 heures pour repartir à 19 heures. Voilà. Donc un meilleur équilibre, une autre culture finalement du travail ? Oui, alors moi je rejoins parfaitement Thierry dans le fait aussi, on l'abordait tout à l'heure, que les situations et les vécus peuvent être assez différents en fonction des endroits où on travaille, des métiers que l'on exerce, et puis sa situation aussi personnelle. Et je trouve que le lien traditionnel qu'on peut avoir avec le site dans lequel on travaille, et peut-être même l'attachement à ce site, il doit être revisité, puisque finalement l'engagement des salariés doit déjà être retravaillé au travers du maillot, au travers de l'entreprise dans laquelle on exerce, peut-être plus déjà que par rapport au site sur lequel il opère. Par ailleurs, inévitablement, ça nous conduira à avoir des réflexions sur les sites sur lesquels nous travaillons, parce que ce qu'on devra y trouver lorsque l'on s'y rendra devra être d'une nature peut-être un peu différente de ce que l'on trouvait par le passé, parce qu'il faut que l'on trouve du plaisir, ou à tout le moins une valeur ajoutée pour aller travailler sur site, entre guillemets. Donc ça, c'est le premier défi qu'on aura à relever, et ça nous ouvre un champ de discussion, de partage important dans la profession, et c'est une page qui va s'ouvrir. Et puis peut-être un autre axe aussi, c'est d'assurer la continuité peut-être de l'engagement de chacun avec ces formats d'alternance entre présentiel et distance. C'est-à-dire que finalement le fil rouge, c'est l'attachement qu'on a à son métier, à son entreprise, à son collectif de travail, et comment le garder constant, de haut niveau, étant entendu qu'on garde ces formats à la fois hybrides et d'alternance entre présentiel et distanciel. Et tout ça nous questionne sur le nombre de jours en présence, sur la variété des options possibles en la matière, tout ce sur quoi on a pu échanger précédemment. Oui, puis vis-à-vis des clients aussi, parce que s'il y a bien une caractéristique de ce que l'on vit actuellement, et finalement de ce renversement du rapport de force entre l'offre et la demande, c'est qu'aujourd'hui, et plus que jamais, c'est l'assuré, c'est le client, et on l'a bien vu voilà, sur certains sujets qui ont fleuri dans les journaux, qui nous étaient pas toujours favorables récemment. Donc on voit bien que ce rapport de force est inversé, et que la notion de qualité de service
elle repose avant tout sur le ressenti de son bénéficiaire final, c'est-à-dire le client. Et que ce ressenti, donc non seulement il est variable selon les individus, mais que dans une large mesure, il repose sur la qualité d'une relation interpersonnelle avec le dernier de cordée, la personne, ou le premier, c'est selon, la personne qui est en charge de porter finalement toute la pertinence, toute l'efficacité des équipes qui ont été déployées en amont de la prestation. Et cette qualité de relation, elle dépend dans une large mesure sur l'engagement, l'investissement, la coopération des individus à l'intérieur d'une équipe qui vont porter cette qualité de service. Et ça, c'est peut-être une caractéristique de cette révolution servicielle. Et on sait bien qu'il ne suffit pas d'inscrire dans une fiche de poste d'être impliqué, engagé et d'avoir le sens de l'équipe, du travail coopératif. Ça suffira pas. Il faut vraiment avoir des gens qui le soient véritablement. Alors, à ce jeu-là, d'ailleurs, il y a une population qui a été particulièrement ciblée. Alors, ciblée, reconnue, visée, je ne sais pas quel mot il faut employer précisément, mais ce sont les managers. Les managers qui, à la fois, étaient pour, étaient contre, ne savaient pas comment s'y prendre, avec leurs équipes dont ils étaient dépossédés. C'est une population qui a été passablement bousculée. Vous avez eu des échos également, voilà, les uns et les autres, sur ce qui se passe au niveau du management et ces questionnements quasi existentiels. En tout cas, c'est clair que le management à distance, c'est pas le management en présentiel. Je veux dire, mais il y a longtemps quand même que nos managers ne sont plus des gardes-chiourmes. Enfin, si je peux me permettre, le métier a déjà beaucoup évolué depuis plusieurs années. Cela étant, il y a eu une nécessaire adaptation du management pendant la période, mais cette adaptation, à mon sens, cette mutation du métier de management va encore se poursuivre à l'avenir. Parce que je pense, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'il y aura un avant, qu'il y a eu un avant et qu'il y aura un après Covid. Et que forcément, les métiers du management vont devoir s'adapter à la nouvelle donne, puisque, comme le rappelait Nicolas, il va y avoir des rythmes de travail, donc différents, en présentiel, à distance. On aura toujours, par contre, des managers qui seront responsables, en effet, des résultats de leurs équipes. Et puis, il y aura forcément, à un moment donné, la question qui sera posée, en tout cas dans les organisations, de la confiance qu'on peut avoir dans ses collaborateurs quand on est manager, mais plus généralement quand on est une entreprise. Alors, cette question de la confiance, elle a déjà été posée, mais elle va devenir, à mon avis, la pierre angulaire du système de management à l'avenir. Oui, la confiance, ça ne s'impose pas non plus. Ça se gagne. Oui, et pour le coup, le chef d'orchestre, le pivot de ça dans nos organisations, c'est bien le manager. Et je dirais que l'information essentielle quand même de la période qu'on a traversée, c'est le rôle réaffirmé du manager. Alors comme le disait Thierry, naturellement, on s'est préparé depuis un certain nombre d'années à cette mutation. Et à vrai dire, s'il y a une fonction dans nos entreprises qui évolue, qui mute en permanence, c'est bien la fonction managériale. Mais il est clair qu'au-delà de cette réaffirmation, la période qu'on a vécue a montré qu'il y avait un certain nombre de pratiques managériales qui marchaient mieux que d'autres dans ce cadre-là, et qu'à ce titre, il fallait veiller à accompagner nos managers, à les outiller pour pouvoir jouer ce rôle, qui est à la fois un rôle renforcé de facilitateur et pour donner du sens et aider chacun à se situer dans ce nouvel environnement qui est plus complexe que par le passé, parce qu'il y a moins de relais temporels ou de référentiels de lieux en tant que tel. Et donc les managers ont un rôle particulièrement renouvelé à exercer par rapport à ça. Mais ça nous ouvre une nouvelle frontière dans laquelle l'accompagnement à leur portée sera essentiel. Je dirais qu'aussi, on parlait d'engagement tout à l'heure. Notre manager, au travers du développement de
de l'autonomie et de la responsabilité des uns et des autres, aura un rôle encore renforcé pour être un éleveur en tant que tel d'engagement auprès de ces équipes et un facilitateur. On peut aussi pointer des notions sur le rôle qu'il peut avoir en termes de développement de l'autonomie. C'est aussi une dimension que je pense on aura à explorer dans les mois et les années à venir. J'élargis un peu ma question par rapport à une question d'un internaute qui faisait référence justement à l'article de Benoît Serre qu'on citait tout à l'heure, entre la raison d'être et la raison de venir dans le cadre de la crise. Oui, la raison d'être, c'est quelque chose que l'on développe, sur lequel on travaille, et dont les managers auront d'autant plus la mission de porter et de faire prendre conscience. Alors, je pense, par rapport à ce que disait Nicolas, moi, il me semble que la notion d'accompagnement, le rôle d'accompagnement des managers est quelque chose d'extrêmement important. Sachant qu'en réalité, ce que je pense intimement, c'est que les managers aujourd'hui n'ont qu'un rôle d'accompagnement. Parce qu'on a vu quand même, en effet, on l'a dit en introduction, on a vu quand même des collectifs, alors qui ont été sans doute cimentés aussi par les organisations d'entreprise, y compris par le management, mais on a vu des collectifs qui ont tenu la route, qui ont tenu le coup, en dehors d'ailleurs de toute action, traditionnelle de management. Et ça, c'est extrêmement important. Je vais être un peu méchant, mais à mon sens, c'est que dans la fonction publique que le chef de service garde encore, ce rôle de garde de chiourme dont je parlais tout à l'heure. Les fonctionnaires, ils sont extrêmement attachés à cette vision de l'équipe qui est derrière soit derrière les portes, soit derrière les vitres, et qu'on peut surveiller au fur et à mesure de ces allées et venues. Je pense que l'évolution du management et la révolution du management, elle a déjà eu lieu, elle va se poursuivre, mais qu'on va aller véritablement vers un véritable rôle d'accompagnement, et du coup vers un management à la fois beaucoup plus light, mais en même temps qui va pouvoir compter sur le développement de l'autonomie des collaborateurs. Et ça, c'est extrêmement important, parce que tu as coutume de dire, Norbert, que l'autonomie n'est pas une compétence, mais que c'est une manière un cadre d'exercice. Voilà, et de mettre en place ces compétences, en tout cas de les faire jouer pour pouvoir travailler. Mais je pense que tu as tout à fait raison en la matière. Et cette autonomie, par contre, ne doit pas rester un vain mot. C'est-à-dire que ce n'est pas une autonomie pour se défausser, mais c'est véritablement une autonomie pour travailler d'une façon collective. Avec son pendant, parce qu'il y a un mot qui, à mon avis, doit aller de pair et qui n'a pas été cité, c'est celui de la responsabilité. Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autonomie sans responsabilité ou de responsabilité sans autonomie. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre, sinon ça ne fonctionne pas. Et c'est cette réallocation, ce repositionnement du manager qui aujourd'hui pose question, parce qu'il est assez perturbant pour tout le monde. Alors à la fois le manager qui ne trouve pas nécessairement dans son nouveau cadre d'exercice de sa fonction, et on rappelle que c'est bien une fonction et pas un métier, et donc on le retrouvera bien en tant que tel dans notre prochaine nomenclature, et non pas en tant que famille de métier en soi, et que la notion de responsabilité, elle doit aussi apparaître dans le cadre d'exercice de cette fonction de manière sans doute un peu plus horizontale, comme Nicolas le rappelait, et un peu moins en surplomb vertical. On ne peut pas d'un côté décloisonner les entreprises et favoriser des modes de fonctionnement horizontaux, transversaux, et puis avoir un style de management qui reste résolument ancré dans une position verticale et en surplomb. C'est pas logique. Faire la part des choses et bien clarifier entre télétravail, travail à distance, nomadisme, travail déporté, open travail, espace de coworking. Voilà, il y a beaucoup de mots qui se télescopent, de notions, de concepts qui s'entrechoquent. Il y a du tri à faire dans tout ça, et puis des choses à remettre à plat. Pour voir actuellement, donc il y a quand même pas mal de négociations dans les entreprises autour du télétravail. Comme je le rappelais tout à l'heure, c'est vrai que on mélange hardiment le travail à distance, le travail dans les espaces de coworking. Or, quand on travaille dans un espace de coworking sous la responsabilité de l'employeur, on n'est pas en situation de télétravail. Il faut quand même le rappeler.
Donc c'est vrai qu'il y a un certain nombre de notions à clarifier. Alors bon, vous savez que on va rentrer peut-être vraisemblablement dans le cadre de la négociation d'un accord national interprofessionnel, qui a déjà eu un premier diagnostic qui a été fait au niveau interprofessionnel par les partenaires sociaux, que vraisemblablement, à un moment donné, pour peaufiner la phase de diagnostic dans laquelle on est entré, on va avoir de nouvelles définitions, sans doute plus claires, du télétravail, du travail à distance. Moi, j'ai entendu beaucoup, et je me suis inscrit en faux contre ça, parler de travail à distance ces derniers mois. Le Code du travail, aujourd'hui, ne nous parle pas de travail à distance, mais nous parle bien de télétravail, et c'est le télétravail qui réglemente. Le travail à distance est une notion complètement différente. On peut dire, par exemple, qu'un itinérant va faire du travail à distance, par exemple comme un commercial. En revanche, un salarié ne fait pas de travail à distance, il fait du télétravail, avec toutes les obligations, d'ailleurs, que ça implique pour lui comme pour son employeur. Et pour l'employeur, il y a quand même des obligations qui sont des obligations légales et réglementaires. Donc je pense que toutes ces notions, à un moment donné, elles vont être définies. Je voudrais juste rappeler qu'au niveau européen, on travaille aujourd'hui sur les new way of works. Donc au niveau de l'Europe, désolé, j'ai pas l'accent. J'ai perdu mon anglais depuis très longtemps. Mais il va y avoir également au niveau européen, parce que malheureusement, on a un certain nombre de pays autour de nous qui sont également encore en pleine crise Covid aujourd'hui, et quelquefois on l'a rappelé tout à l'heure, la Belgique qui est dans une situation encore plus grave. Mais au niveau européen, on va également sans doute avoir du travail, c'est le cas de le dire, sur ces questions, sur ces définitions de notions de télétravail, travail à distance, etc. Cela étant, on s'oriente, c'est clair, vers de nouveaux modes d'organisation. Nicolas, peut-être... Ouais, moi, je rejoins le propos de Thierry en resituant bien aussi le télétravail comme étant avant tout au cœur de l'organisation de nos entreprises. Et donc c'est aussi un sujet, et surtout un sujet d'organisation du travail, qui participe bien de la double adhésion, à la fois de l'entreprise et du collaborateur, du salarié. Et donc c'est un peu ce socle, ce fondamental dont il ne faut pas se départir dans nos réflexions. Donc un sujet déjà d'organisation de nos entreprises, et puis après effectivement la double conditionnalité qui est de l'adhésion à la fois de l'entreprise et du collaborateur à ce mode de travail.